Après le cours de cinématique, on revient donc sur un cours d'analyse des systèmes linéaires continus invariants qu'on avait laissé de côté pour se reposer un peu l'esprit par rapport à l'analyse des SLCI. Et on va voir donc à partir d'aujourd'hui et jusqu'aux vacances de Noël des outils qui concernent l'analyse fréquentielle ou l'analyse harmonique des systèmes linéaires continus et invariants. L'objectif de l'analyse harmonique des systèmes, c'est le suivant, c'est d'étudier pour différentes fréquences d'excitation d'un système la réponse de ce système, donc lorsqu'il est soumis à un signal sinusoïdal dont on va faire varier, comme je le disais, la fréquence. Pourquoi l'analyse fréquentielle est intéressante? C'est parce que dans l'utilisation quotidienne des systèmes, il est courant de solliciter ces systèmes avec des signaux périodiques. Et il existe un théorème du traitement du signal qu'on appelle la transformation de Fourier, qui n'est pas au programme de la classe PT SIPT, mais dont je vais parler rapidement pour que vous ayez un peu l'idée. L'idée de cet outil transformation de Fourier, c'est de dire que n'importe quel signaux périodique peut être reconstruit à partir d'une somme de sinus et ou de cosinus. Et donc, par exemple, si vous voulez fabriquer un signal qu'on appelle un créneau, c'est-à-dire un signal carré, par exemple, c'est un signal périodique, et on va pouvoir dire que ce signal périodique est la somme de plein de sinus empilés les uns avec les autres. Les théories du traitement du signal nous permettent de déterminer l'expression de f de t, la fonction carrée, en fonction de cette somme de sinus qui tend, pour laquelle le nombre de sinus tend vers plus l'infini si on veut avoir vraiment un signal carré. Sans rentrer dans les détails de cette relation-là, qui en soi n'est pas fondamentalement intéressante, disons que ce n'est pas le plus important dans le propos, l'idée c'est globalement de se dire qu'un signal carré, c'est pas très loin de ressembler à un sinus. Après, c'est pas franchement près non plus de ressembler à un sinus. Donc là, ce que j'ai tracé ici, c'est la fameuse décomposition en série de Fourier du signal carré en prenant une seule harmonique dans l'expression de ma fonction. Et je vais pouvoir améliorer ce résultat-là en considérant non pas une, mais trois harmoniques. Et si je fais la somme de trois sinus pour lesquels j'ai bien choisi les fréquences et les amplitudes, j'arrive à faire des interactions constructives ou destructives entre ces trois sinus, qui fait que l'allure de la courbe que j'obtiens est celle-ci, et ça ressemble déjà un peu plus à un créneau. Et si j'augmente encore le nombre de sinus, si je passe à 15, on voit assez clairement se dessiner la forme en créneau, et bien sûr, mathématiquement, quand n tend vers plus l'infini, on obtient vraiment un signal carré. Alors bien sûr, la limitation de ça, c'est que pour fabriquer un signal créneau, on n'a pas vraiment les moyens de faire tendre n vers l'infini, donc il y aura toujours des approximations dans la fabrication d'un signal carré, mais en tout cas, c'est bien sur ce principe-là que les générateurs que vous utilisez par exemple en labo de physique qui vous permettent de fabriquer des signaux carrés, triangulaires ou ceci ou cela, c'est sur ce principe-là que ces générateurs s'appuient en sommant des sinus les uns avec les autres. Et c'est sur ce principe-là aussi qu'on va baser du coup l'intérêt de l'analyse harmonique, puisque dans la mesure où n'importe quel signal périodique peut être décomposé en une somme de sinus, eh bien ça va être intéressant de savoir comment notre système réagit à ce sinus-là particulier, puisque je vous rappelle qu'on a vu le principe de superposition qui dit que si un système est soumis à deux entrées simultanément, alors la réponse de ce système va être la somme des deux réponses que le système aurait s'il était soumis indépendamment à la première entrée ou à la deuxième entrée. Donc ça veut dire que si un signal périodique se décompose en somme de sinus, eh bien je vais déterminer la somme des réponses
à chacun des sinus pour trouver la réponse du système, à mon signal périodique complexe. Donc voilà ici pour placer l'intérêt de l'analyse harmonique dans l'étude des systèmes. Voilà ici d'une façon générale. Si j'ai une entrée de la forme E de t fois sinus oméga t U de t, quelle est la réponse du système S de t? C'est ce qu'on va essayer d'étudier dans ce cours. Donc définition de réponse harmonique. La réponse harmonique d'un système linéaire continu et invariant stable correspond à sa réponse asymptotique forcée, en régime permanent donc, lorsqu'il est sollicité par un signal d'entrée harmonique. Et on va voir, lorsqu'on s'intéresse à la réponse harmonique d'un système, qu'il y a deux paramètres qui sont intéressants. Alors, dans la réponse harmonique d'un système, j'ai ici en gris l'entrée E de t qui vaut E0 fois sinus oméga t. En bleu, j'ai ici la réponse du système. Et ce qu'on va pouvoir constater, c'est qu'il y a d'abord une partie dans laquelle la réponse du système varie de manière significative au cours du temps. C'est une partie transitoire et on avait le même comportement quand on étudiait le comportement des systèmes dans le domaine temporel. La réponse à un échelon, vous avez une partie transitoire et puis après la courbe se stabilise vers une valeur finale. Et ici c'est le même principe, vous avez un régime transitoire dans lequel le sinus réponse n'est pas encore établi et puis au bout d'un certain moment, la réponse va se stabiliser et vous observez en réponse du système un autre sinus qui va avoir une amplitude différente du sinus d'entrée, qui va avoir un déphasage par rapport au sinus d'entrée. Et ce sont les deux paramètres que l'on va étudier dans l'analyse harmonique, l'écart d'amplitude entre l'entrée et la sortie, et le déphasage entre l'entrée et la sortie. Oui ? La pulsation est toujours la même entre le signal d'entrée et le signal de sortie ? Oui. Alors, je vais poursuivre un petit peu cette petite introduction en allant un peu plus loin dans la notion de réponse harmonique. Ensuite, on verra les réponses harmoniques des différentes transmittances classiques, des différentes fonctions de transfert classiques, de la même manière qu'on avait défini un catalogue des réponses temporelles des systèmes classiques, premier ordre, second ordre, et ainsi de suite. Et puis ensuite, on verra comment on pourra appliquer ça à l'étude de la stabilité des systèmes. Si vous vous souvenez, à la fin du cours de réponse temporelle, il y avait un petit paragraphe sur la stabilité, et j'avais dit que la question de stabilité revenait à étudier les caractéristiques de la fonction de transfert, et notamment le moment où la fonction de transfert tend vers la valeur de -1, puisque dans la relation qui nous donne la fonction de transfert en boucle fermée, on sait qu'on a donc la fonction de transfert en chaîne directe divisée par 1 plus la fonction de transfert en boucle ouverte. Et ce qui peut rendre le système instable, c'est ici si le dénominateur de cette fraction tend vers 0, puisque la fraction du coup va tendre vers plus ou moins l'infini, et ce dénominateur tend vers 0 si la fonction de transfert en boucle ouverte tend vers -1. Et je vous avais laissé en suspense sur cette question-là il y a plusieurs semaines. Votre patience va bientôt être récompensée puisqu'on verra comment l'analyse harmonique va permettre de répondre à cette question pour laquelle vous attendez une réponse impatiemment, je le suppose, effectivement. Alors ça ne sera pas tout de suite quand même, peut-être dans la semaine prochaine ou la semaine suivante. D'une façon générale, il n'y a rien de nouveau dans ce que je donne ici, puisqu'on en a déjà parlé dans le cours d'analyse temporelle. Une fonction de transfert, enfin un système dynamique, c'est une équation différentielle linéaire à coefficient constant que l'on peut écrire de cette façon-là, AE de t plus A1, la dérivée de E de t par rapport au temps, plus ainsi de suite. Et pareil pour le signal de sortie, S de t, enfin B0 S de t plus B1, la dérivée de S par rapport au temps, et ainsi de suite. On a vu un opérateur qui est la transformée de Laplace, qui permet de définir cette équation différentielle comme une équation polynomiale dans le domaine de Laplace. Et on a vu la notion de fonction de transfert h de p, c'est donc A0 plus A1p plus, et ainsi de suite, divisé par B0 plus B1p plus, ainsi de suite, en supposant qu'on soit ici dans les conditions de Heaviside.
La sortie S de t, on va donc pouvoir la décomposer en une partie qui est dite régime libre. Donc la notion de régime libre, en quelque sorte, c'est-à-dire que vous mettez une pichenette sur votre système, vous regardez comment il réagit à cette pichenette, et puis au bout d'un moment, comme il est plus sollicité, il va s'arrêter quelque part. Ça, c'est la partie régime libre, transitoire. C'est celle qui va peu nous intéresser. Nous, on va plutôt s'intéresser à la composante forcée du système. Donc, c'est-à-dire quand vous forcez votre système à se déplacer en permanence avec cette oscillation en entrée. Alors, pour donner un premier exemple, sur un système du premier ordre, la fonction de transfert, c'est donc K sur 1 plus tau P. On va choisir de se placer dans une situation où K est positif. Le signal d'entrée E de t, je vais le poser comme égal à E0 sinus oméga t, fois U de t, bien sûr, pour avoir un signal causal. Et si j'applique la transformée de Laplace à cette fonction-là, je vais pouvoir déterminer l'expression dans le domaine de Laplace de E de P, qui vaut E0 oméga sur P carré plus oméga carré. Et grâce à ça, je vais pouvoir calculer la sortie dans le domaine de Laplace, qui est égale à la fonction de transfert H de P fois l'entrée, c'est-à-dire K sur 1 plus tau P fois E0 oméga sur P carré plus oméga carré. Je pense que jusqu'ici, il n'y a rien d'extraordinaire. J'espère en tout cas qu'il n'y a rien d'extraordinaire. Si je veux ensuite faire le retour dans le domaine temporel, il faut proposer une décomposition en éléments simples de cette fonction de transfert. Pour le terme P au carré plus oméga au carré, on n'a pas de factorisation possible. Donc, on va identifier un élément simple de la forme AP plus B sur P au carré plus oméga au carré. Et puis pour le terme K sur 1 plus tau P, on va identifier un deuxième élément simple C. Il faut donc trouver les valeurs des trois coefficients A, B et C, soit par méthode des limites, soit par identification au choix. On arrive à ces valeurs pour A, pour B et pour C. Ce qui nous donne finalement une expression de la sortie dans le domaine de Laplace qui est KE0 oméga sur 1 plus tau carré oméga au carré, facteur de 1 sur P plus 1 sur, de tau pardon, sur P plus 1 sur tau, plus 1 sur oméga fois oméga sur P carré plus oméga carré, moins tau fois P sur P au carré plus oméga au carré. Entre la première ligne qui est donnée ici et la deuxième ligne qui est donnée ici, la seule chose qui a été faite, c'est simplement de transformer l'écriture pour retrouver là-dedans, à partir des termes qui sont donnés ici, des expressions que je vais pouvoir retrouver dans mon tableau des transformés de Laplace, pour pouvoir faire l'opération de transformée de Laplace inverse. Et je vais identifier ici un terme K sur P plus A que je vais pouvoir transformer en exponentielle décroissante. Je vais trouver un terme oméga sur P au carré plus oméga au carré que je vais pouvoir transformer en sinus, un terme P sur P carré plus oméga au carré que je vais pouvoir transformer en cosinus. Et donc tout ça me donne finalement dans le domaine temporel cette expression-là de S de t. KE0 oméga sur 1 plus tau carré oméga carré, facteur de tau exponentielle moins t sur tau, plus 1 sur oméga sinus oméga t, moins tau cosinus oméga t. Oui ? Dans la méthode, vous parlez de limite avec un J, c'est le mot complexe. Oui, alors la particularité ici, du coup, c'est que comme ici, les solutions de ce polynôme-là sont des solutions complexes, la méthode des limites, elle se faisait, pour rappel, c'est-à-dire que si je veux déterminer ici le terme C, je multiplie toute mon expression par 1 plus tau P, et je fais tendre P vers la valeur qui annule 1 plus tau P. De cette manière-là, je vais annuler ce coefficient et je vais retrouver juste la valeur de C qui est égale à la limite de 1 plus tau P fois S de P. Parce que ici, dans ce cas-là, je suis capable de trouver une racine de P. Mais comme ici, dans le polynôme P au carré plus oméga au carré, les racines sont complexes, eh bien le principe fonctionne de la même manière, mais en faisant tendre P du coup vers les valeurs complexes qui annulent le terme P au carré plus oméga au carré. Voilà. Et vous avez en gros une des limites qui correspond à la partie réelle de cette racine et une qui correspond à la partie imaginaire. Enfin, je ne rentre pas forcément dans le détail ici, on pourra en reparler éventuellement, si vous voulez, ultérieurement.
Le terme taux exponentiel moins t sur taux, c'est la partie exponentielle décroissante, donc c'est celle qui va disparaître très rapidement. C'est ce fameux régime transitoire. Et par contre, il reste dans la suite de cette expression la partie sinus-cosinus, qui est la partie régime forcé. Parce que les sinus et cosinus, eux, bien sûr, vont se propager indéfiniment dans le temps. Donc voilà ici cette première constatation que l'on peut faire à partir de l'expression temporelle de la sortie du système. Et puis ensuite, ce qu'on peut essayer de faire, plutôt que d'avoir des sinus et des cosinus dans notre expression, c'est de simplifier les choses, puisque vous savez que la fonction sinus et la fonction cosinus sont en fait la même fonction, mais décalée dans le temps. Donc ça veut dire que je peux choisir par exemple de garder que la fonction sinus, et donc le cosinus oméga t, je vais définir le fait que je vais le décaler dans le temps pour l'exprimer en fonction d'un sinus plutôt. Et donc c'est l'opération, cette opération-là de déphasage entre le cosinus et le sinus qui va me permettre de regrouper tous ces résultats-là pour arriver à cette expression-là de la réponse harmonique. La réponse asymptotique forcée d'un système linéaire continu et invariant asymptotiquement stable de fonction de transfert h de j oméga à une entrée sinusoïdale e de t est égale à e0 sinus oméga t u de t est une sinusoïde d'expression S forcée est égale à E0, amplitude de H de J oméga, sinus de oméga t plus phi, fois U de t. La pulsation de cette réponse, c'est oméga, c'est-à-dire la même pulsation que la pulsation du signal d'entrée. L'amplitude de ce signal forcé est modulée par l'amplitude de la fonction de transfert, par le module de la fonction de transfert. Et on a un déphasage qui apparaît ici, qui est cet angle phi, qui vient là. Vous aviez une question aussi, Gaspard? J'arrive, Victoria. Oui? Pardon? Vous pouvez expliquer le régime transitoire et le régime forcé? Alors, simplement, le régime transitoire, c'est la partie qui ne nous intéresse pas dans le comportement du système. Si je reviens sur cette figure qui était là, vous avez un certain temps pour que le comportement du système se stabilise. Ce temps est généralement relativement court devant la durée d'utilisation du mécanisme. Donc par exemple, quand vous démarrez un moteur, il est au départ à vitesse nulle, il va atteindre une vitesse finale, et bien sûr, entre les deux, vous avez une phase d'accélération. Mais cette phase d'accélération, elle va durer quelques secondes, et votre moteur, vous allez l'utiliser ensuite pendant plusieurs heures. Donc c'est-à-dire que toute cette phase d'accélération, en fait, on va considérer qu'elle ne nous intéresse pas. Et nous, on va s'intéresser seulement à la partie pour laquelle le comportement du moteur est établi. Et donc, ça, c'était dans une réponse temporelle, par exemple, si vous sollicitez votre moteur avec un échelon, où vous avez cette courbe qui augmente et qui tend vers une valeur finale. Et si vous sollicitez votre moteur avec un signal sinusoïdal, si vous voulez avoir des oscillations de votre moteur, eh bien, ça va être le même principe. Vous allez avoir une phase transitoire qui ne va pas nous intéresser, et vous allez avoir une phase où le moteur va s'établir dans un comportement, entre guillemets, équilibré, on pourrait dire, et c'est cette partie-là du régime forcé qui nous intéresse. Eh bien, on parle de régime forcé parce que ici, mon système, il est toujours forcé à se comporter par le signal périodique qui est toujours sollicité en entrée. Tandis que dans la partie libre, encore une fois, comme je faisais cette analogie, c'est-à-dire que la partie libre, il faut imaginer que vous mettez une impulsion sur votre système et vous le laissez faire sa vie tout seul. Donc ça, c'est la notion de régime libre, le système se débrouille tout seul comme il veut. Alors que dans l'expérience qu'on est en train de faire ici, le sinus en entrée, il continue d'exister. Et notre système va essayer de se caler tant bien que mal sur cette fonction sinus qui est donnée en entrée. Et ce qu'on appelle réponse harmonique, donc, c'est uniquement la partie forcée de la réponse temporelle du système. Encore une fois, parce que la réponse libre, la réponse transitoire ne nous intéresse pas parce qu'elle est très localisée dans le temps.
Donc justement, ici, dans l'exemple précédent, je reviens un peu plus en détail sur le passage du sinus plus cosinus à juste un sinus. Ce qu'il va falloir faire ici, si je veux simplifier ce sinus oméga t plus cosinus oméga t, alors bien sûr, il faut faire attention aux signes entre-temps, mais en gros, c'est une somme de sinus et de cosinus. Et ce que je sais, c'est qu'une somme de sinus et de cosinus, je vais pouvoir la simplifier en un sinus d'une somme d'angles. Donc, il faut que je définisse un angle phi, et cet angle phi, je vais le choisir de manière spécifique, c'est-à-dire que je vais dire que tangente phi doit être égale à taux oméga. Ou bien, c'est équivalent, enfin tout ça est lié, cosinus phi, je vais considérer que c'est égal à 1 sur racine carrée de 1 plus taux carré oméga au carré. Ça, c'est forcément positif par définition, hein, puisque tout est positif là-dedans. Et sinus phi, je vais définir que c'est égal à moins taux oméga sur racine carrée de 1 plus taux carré oméga carré, qui lui, par contre, est forcément négatif par définition. Et donc, si je fais ces changements de variables dans mon expression, eh bien, je vais pouvoir ici retrouver le fait que ma réponse forcée s'exprime de cette façon-là, KE0 sur racine carrée de 1 plus taux carré oméga carré, et le sinus oméga t moins taux oméga cosinus oméga t va se regrouper ici dans le sinus oméga t plus phi. Pour revenir sur cette transformation qui a été faite, l'idée ici, c'est de considérer que ce terme-là, qui est ici, c'est un cosinus, et de considérer que ce terme-là, qui est ici, c'est un sinus. Et c'est comme ça que j'ai choisi mon angle phi, en fait. De telle sorte que le cosinus de l'angle phi est égal à 1 sur taux carré racine 1 sur racine carrée de 1 plus taux carré oméga carré. De telle sorte que le sinus de l'angle phi soit égal à moins taux oméga sur 1 plus machin. Et en faisant ça, je me retrouve dans une expression dans laquelle j'ai cosinus phi sinus oméga t plus sinus phi cosinus oméga t, que je vais pouvoir simplifier en sinus oméga t plus phi. Donc voilà ici cette opération qui me permet, à partir d'un sinus et d'un cosinus, de refabriquer uniquement du sinus. Et donc on arrive à ce sinus de pulsation oméga t déphasé d'un angle phi par rapport au signal d'entrée. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus ? Oui. L'idée ici, simplement, c'est que si je veux ici transformer la somme d'un sinus et d'un cosinus pour ne garder que la fonction sinus, je vais m'appuyer sur les relations trigonométriques qui disent que le sinus d'une somme d'angles, par exemple, c'est égal au produit sinus-cosinus plus cosinus-sinus. Et en fait, je vais essayer de faire apparaître dans cette expression-là un terme qui pourrait être le cosinus d'un angle et un terme qui pourrait être le sinus d'un angle. Et de cette façon-là, si je choisis 1 sur racine carrée de 1 plus taux carré oméga carré comme étant le cosinus d'un angle phi et moins taux oméga sur racine carrée de 1 plus taux carré oméga carré comme étant le sinus d'un angle phi, eh bien j'ai bien ici une expression qui du coup va être cosinus phi sinus oméga t plus sinus phi cosinus oméga t. Et donc cette expression-là, phi étant définie de telle sorte que machin, je vais pouvoir la simplifier en disant que cosinus phi sinus oméga t plus sinus phi cosinus oméga t est égal à sinus oméga t plus phi. Voilà. Et donc l'analyse harmonique, eh bien, en toute logique, c'est simplement
l'analyse de toutes les réponses harmoniques d'un système. Oui. Il manque des choses sur le cours. Eh ben, je vous referai le cours alors. Ouais. C'est la photocopieuse. Alors, je ne sais pas pourquoi, des fois, elle mange des bouts. Donc, je vous le réimprimerai. On vient de perdre 1 hectare de forêt amazonienne. Titili. Comme on a vu que la réponse harmonique d'un système, elle peut se déterminer facilement à partir de l'entrée du système si on connaît ce terme-là, amplitude de la fonction de transfert donnée dans le domaine harmonique, et à partir du déphasage phi, eh bien pour effectuer l'analyse harmonique d'un système, on va avoir besoin de connaître 2 informations qui sont ce qu'on appelle le module de la fonction de transfert et ce qu'on appelle l'argument de la fonction de transfert. Et la suite sera au prochain épisode.